Quand j'avais 12 ans, ma mère venait tout juste de me faire suffisamment confiance pour me laisser seule à la maison. Donc cela devait être quand j'avais 12 ans. Nous vivons dans une petite ville paisible et généralement sûre. Des rues calmes, des jardins spacieux, des voisins sympathiques et un petit village charmant avec plein de boutiques et de restaurants. Ce n'est vraiment pas un endroit où l'on doit regarder derrière soi la nuit si l'on marche seul ou quoi que ce soit de ce genre. On s'y sent simplement en sécurité, ce qui explique en partie pourquoi mes parents me faisaient confiance pour rester seule à la maison à un âge aussi jeune. Grippant, suspenseful, énergétique. Je vis encore aujourd'hui avec mes parents dans la même maison. La nuit en question, c'était en week-end. Mes parents me laissaient seule à la maison pour la nuit. Quand nous étions tout petits, mes grands-parents s'occupaient de ma grande sœur et moi, mais comme ma sœur n'était pas à la maison pour une raison ou une autre, et comme j'étais à peu près assez grand pour rester seule à cet âge-là, mes parents ont décidé de simplement me faire confiance. Grippant, suspenseful, énergétique. Donc ils ont toujours été un peu plus actifs, dans le sens où ils voyageaient souvent ou sortaient le week-end avec leurs amis. Ils m'avaient laissé un peu d'argent pour commander une pizza pour le dîner. C'était la soirée idéale pour un garçon de 12 ou 13 ans. La maison pour moi tout seul, des jeux vidéo toute la nuit et une pizza pour le dîner. J'étais obsédée par les jeux vidéo de James Bond quand j'étais petit, donc je jouais à un jeu qui s'appelait Nightfire, c'était à peu près ma 3e partie sur ma PS2. Gripping, suspenseful, énergétique. Après avoir terminé le jeu une nouvelle fois, j'ai décidé de commander la pizza. Il y avait une pizzeria juste à côté de notre maison qui s'appelait Gianni's. Elle est fermée depuis des années maintenant, mais c'était l'une des pizzerias préférées de ma famille. J'ai commandé une pizza classique. À l'âge de 12 ans, je pouvais facilement manger 3 parts tout seul. Ma mère m'avait dit d'envelopper les parts restantes dans du papier aluminium et de les mettre au réfrigérateur. J'ai changé de disque pour un autre jeu vidéo en attendant la pizza. Et quand la sonnette a enfin retenti, je suis descendue en courant avec le billet de 20 $ que mes parents m'avaient laissé. Ma mère m'avait dit de donner 4 $ de pourboire. La pizzeria était à environ 3 pâtés de maison, donc honnêtement, ce n'était pas un mauvais pourboire, surtout pour l'époque. Le livreur était un gars qui avait l'air d'avoir une 30aine d'années. Même s'il avait l'air un peu négligé, avec une barbe très longue et sale, il portait aussi des lunettes et une casquette de routier noir. Je lui ai tendu les 20 $ et j'ai demandé la monnaie exacte. Alors qu'il me tendait la boîte et comptait la monnaie, il m'a regardé, puis a regardé derrière moi dans la maison et a dit « Tu es seule ici ?» Je savais que c'était une question étrange et inquiétante, et mes parents m'avaient bien appris à me méfier des inconnus. J'ai dit « Mes parents sont en route pour rentrer ». Une réponse stupide avec le recul. J'aurais pu simplement dire non, mais je savais pourquoi ils posaient la question. D'abord, il n'y avait pas de voiture dans l'allée, et ensuite, c'était un enfant qui prenait la pizza à la porte au lieu d'un adulte. Après m'avoir donné la monnaie, j'ai refermé la porte. J'ai mangé dans la cuisine, j'ai probablement pris 3 parts, puis j'ai emballé le reste et je les ai mises au réfrigérateur. Je suis remontée à l'étage et j'ai joué à mon autre jeu James Bond sur PS2, Agent Under Fire. Je l'aimais moins que Nightfire, mais il était quand même bien. Des heures ont passé pendant que je jouais. Il devait être environ 11 h quand la sonnette a retenti. Naturellement, pensant que c'était mes parents, j'ai couru vers la porte. J'ai dit à travers la porte « Maman, papa ?» Mais une voix inconnue de l'autre côté a répondu « Hé, j'ai besoin d'aide !» Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'utiliser un téléphone. J'ai demandé « Qui est-ce ?» Et il a répété qu'il avait juste besoin d'un téléphone. Je ne voulais pas jeter un œil par la fenêtre parce que, pour être honnête, j'avais peur. J'ai décidé de monter à l'étage et d'ignorer. Je savais, rien qu'avec le bon sens, qu'ouvrir cette porte serait une idée terrible, vraiment terrible. J'étais en train de monter les escaliers, qui se trouvent juste en face de la porte d'entrée, quand l'homme dehors a frappé violemment à la porte et que je l'ai entendu dire « Attends, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide ». Grippant, suspenseful. Cela voulait dire qu'il m'avait vue. Il regardait à travers la vitre en haut de la porte. Je me suis retournée et même s'il faisait sombre sur le perron, je pouvais quand même distinguer la silhouette de la tête de l'homme. Même si je ne voyais pas ses yeux, il était évident qu'il me fixait. J'ai couru à l'étage et je suis allée dans la chambre de mes parents. Le seul téléphone fixe à l'étage se trouvait dans leur chambre. Alors je suis allée directement au téléphone et j'ai composé le numéro de portable de ma mère. Je n'avais pas mémorisé le numéro de mon père à cet âge-là. Ma mère a décroché, probablement après avoir bu quelques verres de vin, et je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un à la porte qui demandait à entrer. Ce commentaire l'a probablement instantanément dégrisée, car je me souviens que son ton a changé radicalement et qu'elle paraissait beaucoup plus alerte et inquiète.
Elle m'a posé quelques questions. D'abord, si j'avais répondu à l'homme ou s'il savait que j'étais à la maison. Et j'ai dit la vérité, j'ai répondu que oui. J'ai demandé qui c'était. Le ton de ma mère est devenu de plus en plus inquiet. Elle m'a demandé si, pour une raison quelconque, quelqu'un savait que j'étais là tout seul, et j'ai immédiatement pensé au livreur de pizza. Je lui ai dit que le livreur de pizza m'avait demandé si j'étais seule, et à ce moment-là, la sonnette a retenti 2 fois de plus. J'ai dit à ma mère, paniquée, que l'homme refusait de partir. Ma mère m'a dit de rester dans leur chambre et de garder la porte fermée à clé. Elle a dit qu'ils appelaient la police. Ma mère est restée en ligne avec moi sur son téléphone pendant qu'ils appelaient la police avec le téléphone de mon père. Ils ont dû quitter le restaurant où ils étaient pour aller dehors afin de mieux pouvoir communiquer. C'était une nuit d'été. Les fenêtres étaient toutes entrouvertes pour laisser entrer un peu d'air dans la maison et par la fenêtre de mes parents, j'ai entendu le portail d'un côté de la maison s'ouvrir, celui qui mène vers le jardin. Elle s'est ouverte de manière très discrète, presque silencieuse. J'ai dit cela à ma mère et elle n'a cessé de me dire de rester calme, de rester dans leur chambre et de garder les lumières éteintes. J'ai murmuré dans le téléphone « Et s'il essaie de passer par la fenêtre du salon ?» Ma mère me disait simplement d'arrêter de parler et d'attendre la police. Elle continuait à parler au téléphone, me donnant des nouvelles de la police et de leur heure estimée d'arrivée, tout en me rappelant de ne pas parler. Grippant, suspenseful, énergétique, quand j'ai entendu le bruit reconnaissable de pas en bas, les pas de quelqu'un à l'intérieur de la maison, errant d'une pièce à l'autre. Je l'ai murmuré dans un moment de panique à ma mère et je l'ai entendu crier quelque chose dans l'autre téléphone au policier, probablement quelque chose comme « L'homme est dans la maison, dépêchez-vous !» Ma mère m'a dit de me cacher sous le lit et d'y rester. Pour moi, à 12 ans, c'était le moment le plus horrible et irréel de ma vie. La seule chose qui me faisait me sentir relativement en sécurité, c'était le minuscule verrou de la porte de la chambre de mes parents. J'ai entendu des pas monter les escaliers. L'escalier se trouve près de la chambre de ma sœur et de la mienne, au bout du couloir. La chambre de mes parents est plus loin. Les pas se sont estompés pendant quelques instants. Je suppose que l'intrus est entré dans nos chambres pour fouiller. Ma mère m'a dit que la police allait entrer de force et que je ne devais pas bouger tant qu'il ne serait pas à l'intérieur. J'ai entendu les pas dans le couloir s'approcher jusqu'à la porte de la chambre, puis quelqu'un a tenté d'abaisser la poignée pour découvrir qu'elle était verrouillée. Ils ont essayé plusieurs fois, comme si cela allait miraculeusement déverrouiller la porte. Ensuite, il y a eu de légers coups frappés contre la porte, mais la personne de l'autre côté n'a pas prononcé un mot. Ils ont essayé la poignée de porte une dernière fois, avant que je n'entende les pas repartir dans le couloir, puis descendre les escaliers et s'éloigner plus profondément dans la maison. J'ai fait de mon mieux pour ne pas fondre en larmes tout ce temps-là. Je n'ai même pas chuchoté un mot dans le téléphone parce que j'étais trop effrayée à l'idée de faire le moindre bruit. Ma mère m'a finalement dit que la police était arrivée, mais que je devais tout de même rester là. Je m'attendais à entendre la porte être défoncée, mais à la place, j'ai soudainement entendu plusieurs pas lourds et un homme crier mon prénom en s'identifiant comme un policier. Je les ai entendus monter les escaliers et ma mère m'a donné la permission de leur répondre et de déverrouiller la porte. Il y avait 2 agents à l'étage quand j'ai ouvert la porte et encore 2 en bas. Grippant, suspenseful, énergétique. Ils n'ont pas eu besoin de défoncer la porte d'entrée parce que la porte arrière était restée complètement entrouverte. La baie vitrée à l'arrière était également entièrement ouverte, ce qui était évidemment le point d'entrée initial. J'ai dû parler avec les policiers et leur raconter tout ce qui s'était passé, y compris mon soupçon concernant le livreur de pizza, pendant que mes parents écoutaient au téléphone. Ils étaient en chemin pour rentrer, et lorsqu'ils sont arrivés, il ne restait plus que 2 agents dans la maison. Avec le rapport de police mentionnant le livreur de pizza, ils ont dit qu'ils allaient mener leur enquête. Mes parents m'ont emmené chez Gianni's Pizzeria le soir suivant et m'ont demandé de désigner l'homme si je le reconnaissais. Comme je ne l'ai pas vu, ils ont demandé au gérant quel employé correspondait à la description du livreur que j'avais donné. Il a répondu qu'il s'agissait de Phil, qui était actuellement en livraison. Grippant, suspenseful, énergétique, il a dit qu'il était impossible que ce soit Phil et nous a demandé de quitter les lieux. Pour faire court, mes parents ont fait tout un scandale dans la pizzeria et ont déclaré qu'ils ne leur donneraient plus jamais notre clientèle. Nous sommes allés dans la voiture et avons attendu sur le parking. Nous avons attendu pendant presque 1 heure et comme il n'est jamais apparu, nous sommes partis. Grippant, suspenseful, mes parents pensaient que c'était parce que le gérant avait appelé ou envoyé un message à l'employé, ce qui l'avait empêché de revenir. Mais qui sait?
Mes parents ont contacté quelques avocats qui, en fin de compte, n'ont pas pris l'affaire en raison du manque de preuves concrètes, affirmant que ce serait une perte de temps, en gros. Finalement, nous ne sommes jamais retournés dans cette pizzeria et il a fallu beaucoup de temps avant que mes parents se sentent de nouveau en sécurité à l'idée de me laisser seule à la maison simplement à cause de cet incident. Grippant, suspenseful, je pense vraiment que c'était le livreur de pizza, ou du moins quelqu'un lié à lui, car qui d'autre aurait su que j'étais seule à la maison ce soir-là? Lorsque j'étais adolescent, mes parents et moi avons déménagé de Californie pour une région isolée du nord de l'Idaho. Mes parents venaient de prendre leur retraite et avaient construit la maison de leurs rêves au fond d'un coin reculé. Nous n'avions aucun voisin à proximité, seulement la forêt, une forêt dense à perte de vue qui bordait directement les terres d'un parc national et des zones d'exploitation forestière d'une usine de papier. Grippant, suspenseful. 2 étages, une salle de sport, un bar complet avec salle de billard et un véritable cinéma installé au sous-sol. C'était le genre de maison dont les gens rêvent, isolée, calme, parfaite. Du moins, en apparence. À l'époque, je sortais avec ma copine du lycée. Un soir, pendant que mes parents étaient sortis dîner en ville, je l'ai invitée à venir passer un moment chez moi et regarder un film. Grippant, suspensel. J'ai ouvert une bière, j'étais mineure, mais je me disais que personne ne s'en soucierait. Et nous sommes descendus dans la salle de cinéma pour regarder Gladiator. Tout avait commencé normalement, mais vers le milieu du film, peut-être aux alentours de minuit, quelque chose a basculé en moi. Sans raison apparente, une sensation de panique m'a envahi, comme un réflexe de survie. C'était comme si mon corps percevait quelque chose que mon esprit ne voyait pas. Grippant, suspenseful, et je jetais sans cesse des coups d'œil vers les fenêtres non couvertes derrière nous qui donnaient sur la forêt plongée dans l'obscurité totale. Je ne voulais pas affoler ma copine, alors j'ai gardé ça pour moi. En fait, les choses sont devenues un peu intenses entre nous pendant le film, mais tout le temps, je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation d'être observée. Je ne savais pas d'où cela venait, mais je le savais. Grippant, suspenseful, énergétique. Après la fin du film, je l'ai accompagné à l'étage, puis jusqu'à sa voiture. La maison était à nouveau d'un silence de mort. Elle est partie en voiture et je me suis retournée pour rentrer quand je me suis souvenue que j'avais laissé les lumières du bar, de la salle de billard et de la salle de cinéma allumées, alors je suis redescendue. J'ai éteint d'abord les lumières de la salle de cinéma, puis je me suis arrêtée. Mon regard s'est posé sur la grande fenêtre donnant sur l'arrière-cour et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un homme. Il avait l'air d'un sans-abri, cheveux en bataille, vêtements crasseux, mais ce qui m'a figé sur place, c'était son expression. Il arborait le plus grand et le plus sinistre sourire que j'ai jamais vu, avec des yeux grands ouverts qui semblaient complètement fous. Et dans sa main, il tenait un couteau. Il le tapotait doucement contre la vitre, encore et encore. Au début, j'ai cru que j'hallucinais. J'ai reculé lentement et suis allée dans la salle de bar pour éteindre le reste des lumières. Cette pièce a une porte-fenêtre coulissante qui donne elle aussi sur la forêt. J'ai actionné l'interrupteur et j'ai regardé avec horreur l'homme marcher calmement de la fenêtre jusqu'à la porte, toujours en souriant, toujours en me fixant. À ce moment-là, nous étions séparés de moins d'1 pied, seulement par la vitre. Il n'a pas essayé d'entrer, il n'a pas bougé du tout, il s'est contenté de me regarder. Je suis montée à l'étage sans dire un mot. À ce moment-là, mes parents entraient par la porte. Je leur ai dit « Je crois que j'ai besoin d'aller en hôpital psychiatrique ou quelque chose comme ça. Je te jure que je viens de voir un homme avec un couteau me regarder depuis l'extérieur. » Ma mère est devenue livide. Les yeux de mon père se sont plissés et sans dire un mot, il est allé au coffre à fusil, a pris son arme et est sorti en trombe pour inspecter la propriété. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait et elle m'a répondu « Il y a eu quelques effractions dans le secteur. » Grippant, suspenseful, énergétique, un homme qui rôde dans les bois en essayant d'entrer dans les maisons. La description que tu as donnée correspond parfaitement. La police a été appelée, mais ils n'ont rien trouvé. Aucune trace d'effraction, aucune empreinte, seulement la forêt noire et glaciale. Cela aurait dû s'arrêter là, mais ce ne fut pas le cas. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu un léger bruit de tapotement sous moi. Ma chambre se trouvait au 2e étage, directement au-dessus de la salle de cinéma. On aurait dit du métal tapotant doucement contre du verre. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Le tapotement a duré des heures. Cela s'est reproduit nuit après nuit pendant des semaines. Parfois, ça s'arrêtait.
Parfois, je me réveillais vers 3 heures du matin et je l'entendais à nouveau, faiblement. Une nuit, j'ai même cru entendre des pas sur le toit. J'ai vérifié les fenêtres, mais je n'ai jamais vu personne. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression d'être traquée, observée. Puis, l'hiver est arrivé. Mes parents ont dû partir quelques jours en dehors de la ville, mais ils étaient encore inquiets à cause de ce qui s'était passé. Avant de partir, ils m'ont laissé un fusil de chasse, au cas où. Nous avions aussi un gros Rottweiler, le chien le plus gentil que l'on puisse imaginer et totalement silencieux, sauf s'il y avait réellement quelque chose. Grippant, suspenseful, énergétique. Une nuit, alors que j'étais seule à la maison, j'ai entendu des pas lents et écrasants dans la neige dehors, lourds et délibérés. Le chien s'est levé, les oreilles dressées, et a commencé à grogner, bas et profond, en direction de la porte d'entrée, puis à aboyer, férocement, bruyamment, sans s'arrêter. Il ne faisait cela que lorsqu'il voyait quelque chose de réel. Je suis restée silencieux. Je ne voulais pas que celui qui était dehors sache que j'étais chez moi. Grippant, suspenseful. Puis est venu le coup frappé, lent, creux, moqueur. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi avec le fusil à pompe à côté de moi, la porte verrouillée, les stores tirés, le chien à mes pieds. Le lendemain matin, je suis sortie et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Des empreintes humaines fraîches faisaient le tour complet de la maison. Elles s'arrêtaient à chaque fenêtre, comme si quelqu'un essayait de regarder à l'intérieur, me cherchant. J'ai suivi les empreintes autour de la propriété et elles menaient finalement dans la forêt. Je les ai suivies sur peut-être un demi-mile avant qu'elles ne commencent à zigzaguer, dévier, revenir sur leurs pas, comme si celui qui les avait faites essayait de me semer. J'ai fait demi-tour. Quelque chose m'a dit que continuer serait une mauvaise idée. Cette nuit-là, les tapotements sont revenus, plus forts cette fois. Grippant, suspenseful. J'ai déverrouillé ma porte, saisi mon fusil à pompe et suis sortie sur le balcon du 2e étage. J'ai allumé les phares anti-brouillard qui éclairaient la Girecourt. Il était là, le même homme, le même sourire, les mêmes yeux morts. Il tenait encore le couteau, me regardant droit dans les yeux, comme s'il pouvait voir à travers moi. J'ai levé le fusil et criais « Si tu ne pars pas, je t'en colle une en plein cœur !» Il n'a pas bougé ni tressailli. Il s'est contenté de me fixer, sans ciller, en souriant. J'ai tiré un coup de semonce en l'air et j'ai enfin obtenu une réaction. Il a vacillé un peu, puis a lentement reculé dans les bois, toujours face à moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lâcher le chien. J'ai dévalé les escaliers, ouvert en grand la porte coulissante et l'ai libéré. Il s'est élancé dans la forêt comme un missile noir, aboyant et grognant. Grippant, suspenseful, énergétique. Il portait un collier anti-fugue, donc il ne pouvait pas aller bien loin. Mais j'aime à croire qu'il a vraiment fait fuir ce type, car après cette nuit-là, je ne l'ai plus jamais revu. Cela s'est passé en mars de l'an 2022, pendant les vacances de printemps. J'étais en 2e année d'université. Mes amis et moi, nous étions 6 en tout, avons décidé de louer une cabane en Caroline du Sud pour quelques jours, juste pour décrocher de tout. Pas d'école, pas de stress, pas de téléphone. C'était censé être l'un de ces séjours tranquilles, où l'on boit un peu trop, où la musique est trop forte et où l'on crée des souvenirs dont on rira plus tard. Nous étions 4 garçons, moi, Matt, Chris et Tyler, et 2 filles, Jess et Sarah. Nous étions tous proches depuis la première année. La cabane que nous avions choisie était ridiculement bon marché pour sa taille. 2 étages, une véranda qui faisait le tour, 2 salles de bain et annoncée comme étant sur un terrain privé près d'un lac. C'était vraiment isolé, aucun village à des kilomètres à la ronde entouré de forêts. Le type qui en était propriétaire avait un fort accent et semblait un peu étrange quand on lui a parlé au téléphone. Tout ce qu'il a dit, c'était « N'allez pas trop loin dans les bois, il y a de vieilles choses là-bas, des puits, des clôtures cassées, des serpents, vous n'avez pas envie de vous perdre. » On en a rigolé, on a pensé qu'il essayait juste d'ajouter un peu de charme du Sud un peu effrayant au séjour, mais une fois sur place, ce n'était plus drôle. Grippant, suspenseful, énergétique. Le GPS a cessé de fonctionner 1 heure avant notre arrivée. La dernière portion de route n'était que terre et gravier, à peine assez large pour une voiture. Les arbres devenaient plus denses à mesure que l'on approchait. Quand on a enfin vu la cabane, on s'est tous un peu tus. Elle ne ressemblait pas aux photos. Elle était plus vieille et plus sale. Les vitres étaient couvertes de poussière et quelques volets pendaient, à moitié détachés des charnières. Grippant, suspenseful, énergique, il y avait cette légère odeur dehors comme de vieilles ordures et du bois mouillé.
On a pris ça à la légère en plaisantant, en disant que ça ajoutait du charme. On a déchargé les affaires, choisi les chambres et commencé à boire vers 7 heures du soir. La première nuit a été amusante. On a fait un barbecue dehors, mis de la musique à fond depuis une enceinte Bluetooth et joué à des jeux de cartes. Vers 11 heures, il a commencé à faire froid, alors on est rentré à l'intérieur. C'est là que j'ai remarqué à quel point la forêt était sombre. Je ne parle pas simplement de l'obscurité de la nuit, je parle d'une obscurité totale. Les lumières du porche n'éclairaient guère plus que quelques pieds, et les arbres étaient si denses qu'on avait l'impression qu'ils nous entouraient de toutes parts. Pas d'insectes, pas de vent, juste un silence total et oppressant. On a fini par s'endormir vers 2 heures du matin. J'avais l'une des chambres au rez-de-chaussée, juste à côté de la cuisine. Petite, avec juste un lit et une fenêtre donnant sur la forêt. Vers 4h15, je me suis réveillée, sans raison, complètement éveillée, comme si quelqu'un m'avait touchée. Je suis restée allongée un instant, le cœur battant à toute vitesse. Puis je l'ai entendu. Toc, toc, toc. Au début, j'ai cru que c'était le chauffage, mais ça s'est répété. Régulier, non métallique, non mécanique. On aurait dit des doigts. J'ai regardé la fenêtre et il y avait un homme juste là. Il était collé contre la vitre, le visage presque plaqué dessus, la peau pâle, les cheveux en bataille, torse nu, et il regardait fixement à l'intérieur. Grippant, suspenseful, énergétique, comme s'il respirait par elle. Ses yeux étaient grands ouverts. Il ne clignait pas des yeux. Il ne bougeait pas. Il se tenait juste là à tapoter, doucement et lentement, comme s'il essayait de me provoquer. J'avais l'impression que mon corps s'était figé. Puis les tapotements devinrent un peu plus rapides. J'ai murmuré le prénom de Matt, qui dormait sur le canapé à l'extérieur de ma chambre. J'ai répété son nom, plus fort. Il s'est réveillé, encore dans le brouillard, et m'a demandé ce que je voulais. J'ai simplement pointé du doigt. Il a regardé, a vu l'homme et a immédiatement bondi, renversant la table basse. Cela a dû effrayer le type, car le temps que Matt allume la lumière du port et sorte en courant, il avait disparu. Nous nous sommes tous levés, les filles étaient terrorisées. Tyler a essayé de convaincre tout le monde que ce n'était qu'un habitant du coin ivre qui voulait nous faire une blague. Chris a dit que c'était peut-être un chasseur qui s'était perdu. Mais je savais que c'était ce type-là, qu'il m'observait. Il n'était pas perdu. Nous avons bloqué les portes, déplacé le canapé devant la grande fenêtre du salon et pris des tours pour rester réveillés pendant quelques heures. Rien d'autre ne s'est passé cette nuit-là. Le lendemain matin, nous sommes sortis. Il y avait des empreintes humaines nues qui faisaient le tour complet de la cabane. Elles s'arrêtaient à chaque fenêtre, chacune d'entre elles, même la petite au-dessus de la douche à l'étage. Ça aurait dû suffire, nous aurions dû partir, mais nous ne l'avons pas fait. Nous étions bêtes et têtus, et nous sommes restés. La deuxième nuit a commencé de la même manière. Des verres, de la musique, un feu de camp. Mais l'ambiance était différente. Tout le monde jetait des regards vers la forêt. Jess n'a pas bu, et Chris gardait son couteau de chasse à la ceinture. Grippant, suspenseful, énergétique. Quand nous sommes enfin rentrés, nous avons verrouillé chaque fenêtre et vérifié 2 fois les portes. Vers 3h30 du matin, Matt est allé dans la cuisine pour prendre de l'eau. Il s'est arrêté dans le couloir et a appelé mon nom. Je me suis levée et je l'ai vu debout là, en train de pointer du doigt. Il y avait quelqu'un dans la cuisine. L'homme d'avant, mais cette fois-ci, il était à l'intérieur, nu. Son dos était tourné vers nous, couvert de longues éraflures à vif. Grippant, suspenseful, énergétique. Il se tenait devant le frigo, le fixant comme s'il ne savait pas ce que c'était. Il faisait ce mouvement lent, oscillant, comme s'il se balançait sur ses pieds. Matt n'a rien dit, il a simplement reculé. Nous nous sommes tous rassemblés en silence à l'entrée du couloir. J'avais un couteau de poche, Sarah tenait le tisonnier et Chris a saisi un des pieds de chaise qu'il avait cassé plus tôt en voulant faire le malin. Nous avons allumé la lumière. L'homme avait disparu. La porte de derrière était grande ouverte, mais elle n'était pas cassée. Elle n'avait pas été forcée. Elle était simplement ouverte. Nous sommes partis 20 minutes plus tard. Personne n'a protesté. Nous avons seulement pris l'essentiel, portefeuille, clés, téléphone, et avons roulé à travers la forêt jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de réseau pour appeler le shérif. Quand nous avons retrouvé l'adjoint dans un diner au bord de l'autoroute, il n'avait pas l'air surpris du tout. Il a demandé si quelqu'un avait été blessé, puis a dit « Ouais, on a eu quelques soucis avec des gens qui squattent dans ces bois, pas toujours bien dans leur tête. » On a essayé d'expliquer que ce n'était pas juste un sans-abri. Cet homme nous observait, était revenu 2 nuits de suite et avait une clé ou était entré d'une manière ou d'une autre.
L'adjoint a simplement hoché la tête, comme s'il avait déjà entendu ça. Quand on a mentionné le propriétaire, son visage laissait presque entendre qu'il connaissait ce type. L'annonce a disparu quelques jours plus tard, complètement effacée de tous les sites de location. Nous n'avons jamais eu de réponse, jamais reçu d'appel. Nous n'avons même jamais récupéré notre caution. Mais ce visage, la façon dont il m'a regardé à travers la fenêtre, je le revois encore parfois quand je me réveille la nuit. Nous ne parlons plus beaucoup de ce voyage, mais à ma connaissance, aucun de nous n'est jamais retourné en Caroline du Sud depuis.